Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à une heure inhabituelle à l'Institut français pour les conférences, mais en tout cas, bravo pour votre présence et je pense qu'on va passer un moment exceptionnel. Donc, cher Stanislas Collodier, un grand merci de ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée très émouvante puisque nous sommes dans la phase 2 de ce programme Vendazie, du geste au sens. Vous avez pu découvrir la semaine dernière l'exposition Mode et Parfum. Et donc aujourd'hui, on poursuit notre mouvement avec cette exposition au Musée national qui sera inaugurée à 18h, Souffle, dont Stanislas est commissaire, co-commissaire, avec Anna Miller qui est également ici. Bonjour Anna. Une exposition exceptionnelle. Alors peut-être dire un mot, Stanislas Collodier, donc conservateur du patrimoine, directeur du CIRVA, du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, et depuis quelques années, depuis 5-6 ans je crois, et puis précédemment, 3 ans, pardon, je vais trop vite, excusez-moi. Et donc, précédemment, Stanislas était conservateur au Musée Fabre à Montpellier, une institution majeure, un musée des beaux-arts, mais avec une responsabilité aussi sur le domaine de l'art contemporain, moderne et contemporain. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une conférence liée aux expositions, aux programmes engagés, et notamment sur finalement les questions liées au savoir-faire, au métier de l'art, à l'artisanat, jusqu'à la création et l'innovation. Et ce qu'on verra ce soir au Musée national du Cambodge, c'est justement ce croisement entre la création, l'innovation et un choix dans les collections, en résonance avec les collections du Musée national de céramique, de vases, qui rentrent en dialogue avec voilà, on va dire de l'histoire angkorienne à l'histoire la plus contemporaine du design aujourd'hui en France. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je te cède la parole pour ce moment. Merci Stanislas. Merci beaucoup, cher Valentin. Oula, le micro est peut-être un peu fort ou non? C'est plus doux ça, non? Il est que 16 heures. Bon, merci tout d'abord aux courageuses, principalement, majoritairement, aux courageuses et aux courageux qui sont venus aujourd'hui donc à 16 heures à Phnom Penh. Merci également à ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Merci également à ceux qui nous suivent sur le live Instagram. Et merci, monsieur le traducteur, de bien vouloir traduire cette conférence en khmer pour les personnes qui ont les casques. Et merci beaucoup, enfin, cher directeur délégué de l'Institut français à Phnom Penh, cher Valentin, pour cette invitation à vous proposer cette conférence et surtout pour l'invitation à organiser cette magnifique exposition au Musée national du Cambodge. Et j'espère que ceux et celles qui sont dans la salle pourront être parmi nous au vernissage à 18h. Voilà, alors l'ambition de cette conférence, c'est en moins d'une heure, on va dire en à peu près 45 minutes, de vous faire comprendre ce que c'est que le CIRVA, de vous parler évidemment de l'exposition et enfin de vous faire comprendre, je l'espère, ce que c'est que le design. Donc voilà, on va essayer de jongler entre les concepts à travers des exemples extrêmement concrets. Hop. Yes, non. Ouais. Alors, je vais vous parler d'une histoire, l'histoire d'une exposition itinérante qui a voyagé entre 2 continents. Et ce n'est pas l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui,
c'est une autre exposition, une exposition qui a été inaugurée à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, il y a exactement 40 ans. Donc évidemment, c'est assez émouvant aujourd'hui d'inaugurer une exposition à Phnom Penh, alors que le CIRVA est né, vous allez le comprendre, de l'itinérance d'une exposition il y a 40 ans. Cette exposition, je crois que Anna vous en a parlé lors de la conférence mardi dernier, il s'agit de l'exposition New Glass, a Worldwide Survey, qui a été d'abord organisée par le Corning Museum aux États-Unis en 1979. Cette exposition, elle a beaucoup voyagé, d'abord au travers des États-Unis, donc au Toledo Museum dans l'Ohio, à la Renwick Gallery de Washington, au Metropolitan Museum de New York, au Palais de la Légion d'honneur de San Francisco, et puis ensuite, elle a traversé l'océan pour aller d'abord en Angleterre, au Victoria and Albert Museum, et puis ensuite en France, au Musée des Arts Décoratifs. Et donc là, vous voyez des photographies d'archives issues du fonds d'archives du Musée des Arts Décoratifs de Paris. Je remercie donc Anna Miller de m'avoir communiqué cette image. Et c'est très émouvant pour moi, en tant que directeur du CIRVA, de voir cette photographie, puisque dans la photographie de gauche, vous voyez le ministre de la Culture d'alors, Jack Lang, en train de prononcer le discours de vernissage. Et ce discours de vernissage sera à l'origine de la création du CIRVA. Alors, parallèlement à cette exposition organisée aux États-Unis, aux États-Unis puis au Musée des Arts Décoratifs, le Musée des Arts Décoratifs organise une espèce de chapitre indépendant, complémentaire de l'exposition itinérante, qui s'appelle « Verrier français, art et industrie ». Et ce sous-titre, il va beaucoup nous intéresser, cette articulation entre, d'une part, l'industrie et d'autre part, l'art. Elle va être, d'une certaine manière, au cœur de cette conférence, de cette dialectique. Alors effectivement, dans le contexte des années 80, le verre connaît une double actualité. C'est d'une part un matériau qui joue un rôle clé dans l'architecture et qui est en train de modifier la forme et le visage des villes, puisqu'évidemment, l'architecture de verre dans les années 80, c'est central. C'est également un matériau que l'on trouve dans les nouveaux matériaux, qui est utilisé dans les nouvelles méthodes de construction et aussi dans la technologie de pointe. C'est donc un matériau d'actualité extrêmement contemporain. Par ailleurs, aux États-Unis, il y a un mouvement artistique dont Anna vous a parlé lors de la précédente conférence mardi, qui est le mouvement du studio glace. Le studio glace, on est très loin du contexte industriel, donc un contexte dans lequel le verre est travaillé par des ingénieurs, mais le studio glace, c'est la création de petits ateliers indépendants par des verriers qui souhaitent renouveler un petit peu l'artisanat du verre et créer de nouvelles formes. Et ce mouvement, il est stimulé par une possibilité technique nouvelle qui est celle de faire l'acquisition de fours pour le verre, qui sont donc des fours plus mobiles, assez légers, qui ne sont pas des fours industriels. Donc ça, je vous renvoie encore une fois à la conférence d'Anna. Il y a donc une présence très importante du verre dans la technologie de pointe et l'architecture. Par ailleurs, dans le contexte français, l'artisanat du verre est plutôt dans une phase de déclin. Et c'est ce que constate le ministre lors de son discours de vernissage au Musée des Arts Décoratifs. Alors, je vous cite une partie du discours. « L'utilisation croissante du verre comme matériau de construction, le recours aux technologies du verre dans le processus industriel se sont accompagnés de sa régression comme mode d'expression artistique. Ainsi, le ministre rêve d'une réconciliation entre l'industrie et l'art du verre. Il dit « Je voudrais qu'un dialogue s'établisse entre deux formes d'expression de notre culture,
que tout rapproche et qui pourtant s'éloigne insensiblement. Plus loin, il s'enthousiasme. Je le cite à nouveau. Je souhaite que l'art vienne au secours de l'industrie, qu'une nouvelle alliance se crée, génératrice de créativité et rassemblant les artistes, les artisans, les cristalliers. Donc ce discours, je vous l'ai dit en introduction, c'est l'acte de naissance du CIRVA qui sera créé l'année suivante. Effectivement, à la fin du discours, le ministre fait une annonce. Il a demandé à Jean Biagini, plasticien, de conduire d'ici à la fin de l'année 1982 une mission d'étude et de réflexion sur la création d'un centre de formation et de recherche artistique sur le verre. Le CIRVA est donc une institution nouvelle, originale, fruit de l'action du ministère de la Culture, qui souhaite que les artisans dialoguent avec les ingénieurs. Ce modèle dynamique de dialogue entre artisanat, profession artistique et industrie, il n'est pourtant pas nouveau. Il s'inscrit dans une tradition qui est, on peut dire, une tradition au départ européenne, qui est la tradition du design. Une tradition à la fois allemande, je pense notamment plutôt au XXe siècle au Bauhaus, qui avant d'être un style que l'on associe à la modernité, est une école. Le Bauhaus est fondé à Weimar en 1919 par l'architecte Walter Gropius et il réalise alors la fusion de l'école des beaux-arts de Weimar et de celle des arts décoratifs. Dans chaque classe, il y a à chaque fois deux maîtres. Un maître de forme qui a une formation plutôt de plasticien et qui apporte des connaissances en matière d'esthétique. Ici, vous voyez notamment l'artiste Joseph Albers, qui enseignera plus tard au Black Mountain College aux États-Unis et qui sera aussi très important pour la naissance d'une autre modernité. Vous voyez donc Joseph Albers, maître de forme, je crois que la photo est assez éloquente avec ses pliages de papier, qui enseigne. Mais à côté du maître de forme, il y a également un maître d'atelier. Et le maître d'atelier, c'est un technicien. Donc le Bauhaus de Weimar, c'est un modèle de dialogue entre, d'une part, la technique et d'autre part, les arts plastiques. Mais cette ambition d'associer art et industrie, elle est plus ancienne. Elle remonte au moins, je pense, à la révolution industrielle en Europe et qui est célébrée lors d'un événement majeur qui est l'Exposition universelle de Londres en 1851. Il y a un protagoniste majeur pour l'organisation de cette exposition qui s'appelle Henry Cole. Et Henry Cole est le fondateur d'un journal qui s'appelle le Journal of Design and Manufactures. Il cherche à, je le cite, établir les principes d'une production industrielle associant harmonieusement la fonction, la décoration et l'intelligence, et à marier le grand art avec l'habileté mécanique. Donc, d'après Stéphane Vial, qui est un des philosophes du design, la parution de ce journal en 1849, c'est la première occurrence du terme design, qui célèbre donc ce mariage de l'art et de l'industrie. Et justement, au moment où ce terme apparaît, au moment où la société s'industrialise, il y a en même temps un mouvement peut-être plus conservateur, en tout cas un mouvement de réaction qui n'accueille pas favorablement cette évolution des productions. Ils y voient une menace pour les savoir-faire traditionnels et une dégradation du cadre de vie de l'homme. C'est une vision concurrente du design qui est en train de naître, celle qui est portée par le mouvement Art and Craft de William Morris. La figure du designer est donc un pivot entre ces deux conceptions de la production d'objets qui sont en train d'émerger au XIXe siècle. D'une part, l'industrie, d'autre part, l'artisanat. Plus d'un siècle et demi plus tard, le designer n'est plus obligé de prendre parti dans cette querelle. Il n'est pas contraint de choisir entre ces deux voies. Il peut par exemple
soit s'adapter à l'une lors d'un contexte précis, soit marier les deux, soit jouer entre les limites. Depuis sa création, le CIRVA, qui est un atelier de verre, qui a une échelle plutôt artisanale, il a collaboré avec de nombreux designers et parfois, il a collaboré d'abord dans un contexte artisanal, dans une perspective industrielle, à travers notamment la création de prototypes. Alors, je prends notamment cet exemple, une des fiertés pour le CIRVA, qui est la carafe Eau de Paris, designée par Pierre Charpin. Vous le savez, l'eau de Paris est excellente. Lorsque l'on habite à Paris, on a de la chance, on peut boire de l'eau du robinet, elle est de très bonne qualité. Et donc, la municipalité avait décidé de lancer un petit peu une campagne de communication pour valoriser cette eau et la mairie a commandé une carafe à un designer célèbre, Pierre Charpin. Le designer s'est donc rapproché du CIRVA pour pouvoir inventer la forme de cette carafe. Elle a donc été prototypée au CIRVA, mais ensuite elle a été produite à une échelle cette fois industrielle, 10 000 exemplaires. Alors au CIRVA, il y a 4 artisans verriers qui travaillent. Donc vous imaginez bien que ce ne sont pas les 4 collègues il y a une vingtaine d'années qui ont soufflé 10 000 bouteilles de verre. Mais donc, par contre, ce contexte de travail qui est un contexte de collaboration entre designers et artisans, il permet parfois de pousser les limites de la matière et d'aller au-delà de ces limites. Depuis 2011, le CIRVA accueille dans son atelier les lauréats d'un grand prix de design qui est organisé par un autre centre d'art, toujours dans le sud de la France, à Hyères, c'est la ville Lannoy, qui se situe dans le Var. Les lauréats de ce concours ont la chance de pouvoir effectuer une résidence de recherche au CIRVA. Et lors de cette résidence, on leur propose une figure imposée qui est la création d'un vase. Et c'est donc l'intuition que nous avons eue pour cette exposition que nous inaugurons ce soir au Musée national du design. L'intuition, c'est que la réunion de ces 10 vases produits par 10 designers différents au cours de la même décennie nous apporterait un éclairage singulier sur les enjeux actuels de la discipline design. En effet, l'interprétation d'un même objet varie de manière saillante, ce qui nous permet de mieux comprendre l'étendue de la discipline design. Cette discipline nous renseigne à la fois sur les possibilités techniques du verre, et on va parler de technique tout au long de cette conférence, mais elle nous éclaire aussi sur les évolutions de la société. Tout comme à la fin du XIXe siècle, la querelle entre l'industrie et l'artisanat était elle-même un indicateur marquant des transformations à l'œuvre. Donc, si aujourd'hui, comme le disait Jack Lang, nous vivons dans la société du verre, regardons ce que ces 10 vases nous disent de la société du verre. Alors, on va commencer avec le premier lauréat de la Design Parade. C'est un designer islandais qui s'appelle Brynjar Sigurðarson, qui s'est intéressé notamment à la couleur du verre, mais surtout au verre en tant que matériau. Et là, vous avez une photographie où vous voyez les recherches en cours dans l'atelier du CIRVA. Certains éléments sont présentés dans l'exposition et on voit que dans ces recherches, on a du mal à trouver une forme qui approche la forme d'un vase. Donc, lui, ce qui l'a intéressé, visiblement, ce n'était pas tant l'objet en lui-même que la matière. Alors, le verre, c'est une matière assez particulière. Donc, je vais prendre le temps de vous raconter un petit peu la nature de cette matière. Si on voulait un petit peu caricaturer les choses, on pourrait dire que pour les designers, pour les architectes, pour tous les créateurs, il existe 2 types de matériaux. Il y a d'une part les matériaux naturels, ceux que l'on peut extraire directement de la nature, le bois, le marbre. Et puis, d'autre part, il y a les matériaux de synthèse, ceux qui ont fait l'objet d'une opération de transformation par l'homme. Alors, le verre, il existe du verre
à l'état naturel. C'est d'une part le cas de l'obsidienne. La civilisation aztèque en a largement fait l'usage, mais on en trouve d'ailleurs au Cambodge, puisqu'on a découvert avec Valentin, pour notre plus grand bonheur, qu'il y a au Musée national un linga en cristal de roche, le cristal étant un des dérivés du verre. Donc, il existe à l'état naturel, sous la forme donc, du cristal de roche, de l'obsidienne. Puis, il y a également aussi, plus spectaculaire, ce qu'on appelle les fulgurites. Alors là, c'est lorsqu'un éclair frappe certains déserts avec certains types de sable, eh bien, ça crée des concrétions qui sont un type de verre naturel. Autrement, le verre tel qu'on le connaît, c'est un matériau de synthèse qui fait le fruit d'une opération de transformation. Et ce qui est assez intriguant et fantastique avec le verre, c'est certainement le plus vieux matériau de synthèse de l'histoire de l'humanité. Et donc, il a sa légende. Donc, cette légende, je vais vous la lire. Il en existe différentes versions. Là, je vais vous lire justement celle qui est relatée dans le catalogue de l'exposition de 1982 qui accompagnait donc l'exposition itinérante du Corning Museum qui a été inaugurée par Jack Lang. Une légende racontée par les historiens de l'Antiquité attribue aux Phéniciens la découverte du verre. Transportant du nâtre d'Égypte, des marins phéniciens se réfugièrent un jour de la tempête à l'embouchure du fleuve Bélus, dont les rives sableuses contenaient des débris de coquillages. Ils firent du feu à l'abri de blocs de nâtre et eurent la surprise de voir le sable réagir avec le nâtre en donnant une matière translucide et fusible. Vous l'avez compris, c'est donc le verre. Cette légende, elle a pour mérite de rappeler l'une des composantes essentielles du verre, l'un des composants, le sable formé de silice et de calcaire, additionné avec un fondant qui permet d'abaisser le point de fusion. Et donc, cette silice et ce calcaire se transforment sous l'action d'une forte température. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que le verre n'a pas été découvert par les Phéniciens. Donc là, le paysage qui nous a décrit, c'est à peu près le rivage de l'actuel Liban, mais il a été découvert par les Égyptiens. Et donc, il y a dans les musées d'archéologie, il y a de nombreux témoignages de création verrière qui remontent jusqu'au second millénaire avant notre ère. Donc, matériaux extrêmement très anciens. Donc, le vase qui a été conçu par notre designer islandais, eh bien, justement, il joue de cette dialectique entre le verre naturel et le verre artificiel. En effet, bien qu'il soit le fruit d'un travail d'atelier, le fruit du travail de l'atelier du Sirva, le designer a souhaité créer un vase qui semble taillé dans un matériau directement issu de la nature. Donc là, c'est une technique qui n'est pas, ce n'est pas du verre soufflé, parce qu'on a souvent un petit peu l'image d'Épinal du verrier avec sa canne en train de souffler. Là, c'est une autre technique, c'est la technique de la pâte de verre, qui est une technique de moulage assez proche de la technique du bronze à la cire perdue. Et donc, ce designer, il ne faut pas oublier qu'il est islandais, donc il a grandi sur une île qui est une île volcanique avec des volcans actifs et on sent finalement dans son interprétation du verre, dans cette fiction qui est cette idée de recréer un matériau prétendument naturel, alors que justement il est tout sauf naturel, on sent un petit peu ce côté à la fois très aquatique qui rappelle aussi un petit peu les paysages islandais et ce côté volcanique où on sent aussi le verre en fusion. Et voilà, beaucoup de personnes de manière très spontanée, lorsqu'ils voient le vase ou bien les essais de matière qui sont présentés à gauche, ont l'impression qu'il s'agit de carottage. Vous savez, lorsqu'on vient extraire un morceau de sol sur sa hauteur et qu'on peut distinguer ainsi les différents sédiments et que ça nous donne aussi une photographie de l'histoire du monde à travers de nombreux millénaires. Et donc, voilà,
je voulais commencer cette présentation par cette histoire qui permet de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le matériau verre. Et ce designer islandais est donc très attentif à la nature même du matériau. Jean-Baptiste Fastré, lui aussi, il joue avec l'ambiguïté entre le matériel, le naturel et l'artificiel. Tout d'abord, ce vase qui ne ressemble peut-être pas forcément à un vase à première vue, heureusement qu'il y a des fleurs pour nous aider à le comprendre, il est inspiré toutefois des formes de la nature. Il s'appelle le vase parade et il avait cette idée de créer un vase qui serait un petit peu comme une branche fleurie. Donc, il y a le bâton central qui rappelle un petit peu la branche et puis ensuite, il y a les petits vases qui s'articulent autour et ensuite, il y a des petits papillons en nylon. Oh, voilà, on les voit ici. Et ces petits papillons en nylon, il les pense comme des bourgeons. Alors, Jean-Baptiste Fastré, il fait partie de ces designers qui sont un petit peu des grands provocateurs, qui aiment bien justement un petit peu mélanger les genres, nous bousculer dans nos idées préconçues. Et lui, justement, il va illustrer à travers son projet la querelle entre l'industrie et l'artisanat. Je reviens une année avant qu'il soit lauréat de la Design Parade. Il met en œuvre un projet qui est le projet grâce auquel il a gagné ce prix. Et ce projet, ça a été de commander à des artisans la réalisation de bouilloires, mais qui ont été réalisés de manière artisanale. Et pourtant, il a pris pour modèle des bouilloires industriels qu'on peut trouver dans le commerce. Mais Jean-Baptiste Fastré trouve que les bouilloires industriels qu'on trouve dans le commerce, elles manquent un petit peu d'âme. Donc, il voulait apporter la vibration, l'aspect fait main, le fameux supplément d'âme. Et au CIRVA, donc, il poursuit cette recherche un petit peu dans cette direction avec le vase parade où il a été assez culotté. Il a demandé aux artisans du CIRVA une des techniques dont ils étaient le plus fiers. Il leur a dit, mais vous, qu'est-ce que vous savez faire très bien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et ils ont dit, nous, on sait bien faire le verre étiré à chaud. C'est quelque chose qu'on a fait pour Ettore Sottsass, qui est un des plus grands designers, alors aujourd'hui décédé, mais encore un des plus grands pour le XXe siècle et qui aujourd'hui inspire les jeunes générations. Ettore Sottsass est venu travailler au CIRVA en 1999. Et donc, pour Sottsass, le CIRVA avait réalisé notamment des pièces en verre étirées à chaud. Eh bien, Jean-Baptiste Fastré a dit, mais moi, je veux faire la même chose que Ettore Sottsass, mais je veux que ça ressemble à du plastique. Donc, forcément, là, il y a quand même une sacrée provocation de demander à des artisans qui ont un vrai savoir-faire, qui font des objets assez exceptionnels, assez précieux, et de dire, bah, écoutez, il faut que ça ressemble à un des matériaux les plus populaires, sinon vulgaires possibles. Donc, il y a toujours cette question aussi du déplacement du matériau, un petit peu comme pour Brynjar Sigurðarson, qui voulait finalement réaliser un vase en verre qui ressemble à un minerai. Là, c'est un vase en verre qui ressemble à du plastique. Et puis, il pousse même un petit peu le bouchon encore un peu plus loin en adjoignant au vase parade des éléments en plastique, en nylon, donc les petites vis dont je vous ai parlé. Et il a d'ailleurs indiqué que c'était les mêmes vis qui étaient utilisées pour fixer le couvercle des toilettes. Donc, vous voyez, c'est une démarche assez iconoclaste. Alors, quand même, quelques photographies de l'atelier du CIRVA. Hein. Comme ça, c'est un peu plus clair. Alors, cette fois, c'est une lauréate, une designer qui s'appelle Julie Richoz, qui a vraiment décrit avec des mots extrêmement justes la relation qui se tisse dans cet atelier entre le designer qui conçoit une forme et les artisans qui la réalisent. Et ce qu'elle a décrit dans un entretien qu'on a conduit avec elle
et Anna Miller, ce qui est publié dans la version marseillaise du catalogue de l'exposition, eh bien, ça décrit très bien la question du dialogue entre celui qui pense, celui qui fait, et on voit que la distinction n'est pas aussi claire que ce que l'on peut imaginer. À mon arrivée au CIRVA, donc je cite la designer, hein, à mon arrivée au CIRVA, je ne savais vraiment pas grand-chose sur le verre. C'est même un malentendu qui a motivé le projet des vases coques et oreilles. J'ai fait le parallèle entre le bois moulé superposé en couches de bois qui sont ensuite moulées sur une contreforme. Et j'ai transposé cette logique pour dessiner un vase qui soit une sorte de millefeuille et dont la tranche rayée révèle la construction. Cela me paraissait très simple à réaliser, vraiment logique. Quand j'ai présenté mes différentes pistes à l'équipe du CIRVA, les souffleurs se sont tout de suite arrêtés sur celle-ci, parce que je pense que c'est une logique dont on n'a pas forcément l'habitude. Une autre manière d'aborder la mise en forme du verre, et ils étaient super motivés par le challenge. Un peu de naïveté de ma part a été un moteur pour créer quelque chose de nouveau et de singulier en verre. Alors, je trouve ce témoignage assez riche parce qu'on comprend plusieurs choses. On comprend d'abord vraiment la question de la relation qui se joue entre designer et artisan, puisque finalement, elle a proposé plusieurs pistes de travail et c'est ensuite eux qui ont abondé dans un sens, qui ont dit « cette piste, elle nous semble la plus intéressante ». Donc aussi, il y a un certain équilibre dans cette relation. Puis, il y a aussi une méthode qui est un petit peu notre marque de fabrique au CIRVA, qui est la méthode de l'accident, ce qu'on appelle aussi la sérendipité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, on cherche quelque chose et puis en fait, on trouve autre chose que ce que l'on s'attendait à trouver. C'est une méthode qui demande beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de souplesse. Et là, donc effectivement, la designer s'est dit « Ah, mais après tout, le verre, peut-être que ça peut se travailler comme le bois. » Et non, ce n'est pas aussi simple. Mais à travers cette erreur, on découvre finalement autre chose. Et ça aussi, je crois que ça nous dit beaucoup de ce que c'est qu'un ou une designer. Un designer, ce n'est pas un spécialiste. Ce n'est pas quelqu'un qui est expert technique dans un seul matériau. Au contraire, un designer, pour moi, c'est une école de traduction. Un designer, c'est celui qui est capable de parler plein de langues à la fois les langues d'artisans, les langues des ingénieurs, et que ce soit aussi bien le verre que le métal, que le bois, que des nouveaux matériaux, la résine et que sais-je, et donc qui vont avoir suffisamment de curiosité pour s'adapter à des contextes de travail toujours nouveau. Alors, là, je vous montre quelques dessins, mais je vais y revenir. Je vais vous montrer directement les vases issus de ces dessins. Ce sont les vases du designer Mathieu Péroulet. Vous avez son nom ici. Mathieu Péroulet, lui, il a voulu mettre la main à la pâte. Donc, ce n'est pas interdit. Au CIRVA, on peut tout faire, ça c'est le principe. Donc, lui, il avait envie vraiment de pratiquer. Donc, il a demandé aux artisans, il a dit, voilà, soufflez-moi des formes très simples. Et puis moi, j'ai envie d'intervenir sur le décor. J'ai envie de peindre dessus. Donc, il a peint avec des émaux sur les pièces. Donc, et ensuite, les émaux sont cuits. Et c'est de cette manière-là qu'il a un petit peu utilisé les vases comme s'il s'agissait des pages de ses carnets de croquis. Et effectivement, là, lorsque vous les voyez exposés à la Villa Noailles, vous voyez qu'il y a une cohérence très forte entre les dessins et les vases. Et alors justement, cette notion même de dessin, j'ai envie qu'on s'y arrête un instant parce qu'elle permet de revenir à l'étymologie même du mot design. Le philosophe du design Stéphane Vial rappelle que le mot design ne trouve pas tant son origine dans la langue anglaise, parce qu'effectivement, design, on a l'impression que c'est un mot anglais, mais en fait, son origine provient du latin, designare,
ce qui veut dire marquer d'un signe et par extension désigner et dessiner. À travers le dessin, il faut entendre à la fois le plan d'exécution, des indications précises à réaliser. D'ailleurs, là, on voit un petit peu des indications dans la slide. Essayer les mailles les uns sur les autres, essayer des granulés sur B, puis B sur A, puis sur la même plaque. Donc, c'est à la fois un plan d'exécution, des indications précises, mais c'est également le dessin, c'est un projet, c'est un concept, c'est quelque chose de plus abstrait. On peut aussi utiliser, voilà, quand on dit il a fait quelque chose à dessin, c'est de manière abstraite, là qu'on emploie le terme. Et c'est justement dans cet interstice que se situe l'articulation entre le faire et la pensée. Et justement, le designer, souvent, on pense que c'est celui, enfin, l'idée reçue, c'est que le designer, c'est celui qui pense et qu'il y en a un autre qui fait. Et Mathieu Péroulet, qui aime bien un petit peu brouiller les lignes, perturber, on s'en est d'ailleurs rendu compte lors du montage de l'exposition, ce sont les vases les plus difficiles à montrer parce qu'ils sont électriques, ils perturbent, voilà. Alors j'espère que vous verrez, on a mis un vase en forme d'éléphant à côté, c'était une espèce de vengeance, comme ça on s'est dit que voilà, ça allait être aussi perturbateur qu'il nous perturbe. Mais du coup, eh bien, voilà, il décide d'être aussi celui qui fait, mais surtout, ce qui est encore plus important, et je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir de ce projet, c'est que l'objet reste un work in progress. Souvent, évidemment, on a un petit peu cette vision fantasmée du carnet de dessin de l'artiste. Le carnet de dessin, c'est le laboratoire, c'est l'endroit où les idées bouillonnent. Et alors lui, il prend un peu le contre-pied de cette idée parce que l'objet qui est censé être l'objet final devient le carnet de dessin. Donc, on pourrait dire que l'objet est le dessin ou que l'objet est le design. Donc, il y a un côté un petit peu tautologique dans ce projet. Il y a une redite, c'est-à-dire que cet objet n'a pas d'autre fonction que d'être un objet design. Et d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des nombreuses discussions qu'on a eues avec lui lors de la préparation de l'exposition, c'est que lui ne considère pas ces objets comme des travaux aboutis, et c'est aussi la raison pour laquelle on parle souvent plutôt d'essais plutôt que de vases pour les objets dessins de Mathieu Péroulet. Alors, une photographie qui est censée nous intriguer un petit peu. Jusqu'ici, je vous ai parlé plutôt de la conception de ces objets. Donc, je me suis situé en amont, avant que les objets soient créés. Mais évidemment, les objets design, ils sont là pour être utilisés. Donc, là, je vais vous parler de leur fonction. En effet, on l'oublie parfois que les objets design sont des objets fonctionnels, que ce sont des objets qui ont vocation à être utilisés. La preuve, on présente des objets aujourd'hui dans les espaces d'un musée, le Musée national du Cambodge, et c'est frustrant, mais c'est marqué sur les tables, on n'a pas le droit de les toucher. Dans un musée, les objets perdent leur fonction opérante. C'est une question qui se pose dans le domaine du design, c'est évidemment une question qui peut aussi se poser dans le cadre de l'art religieux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a bien vu au Musée national du Cambodge, en y passant quelques temps, que cette frontière n'est pas aussi nette, puisqu'on a pu voir quelques petites offrandes au pied de certaines statues de Bouddha, et c'est assez émouvant de se rendre compte que pour certains, ces œuvres d'art sont encore ne sont pas uniquement des œuvres d'art, des objets de contemplation, un numéro dans l'histoire de l'art. Non, non, et ce sont encore des objets de dévotion. Plus largement, au-delà de la question du musée et de la collection, il y a de nombreux collectionneurs de design qui achètent des objets, car les objets design, il ne faut pas se le cacher, ce sont des facteurs de prestige social. Donc, ils témoignent du bon goût de leurs propriétaires.
Et d'ailleurs, je voudrais insister sur l'étymologie du mot design, désignare, désigner. Désigner, c'est aussi marquer. Alors, on a vu comment est-ce que Mathieu Péroulet a pu marquer la surface des objets, mais marquer, eh bien, marquer, ça veut dire donner une marque. Et une marque, qu'est-ce que c'est dans le marketing? Eh bien, c'est quelque chose qui donne de la valeur à un objet. Vous prenez le même short avec ou sans le signe Nike, même si je ne veux pas faire de publicité, il n'a pas forcément la même valeur économique, sociale pour les personnes. Eh bien, un objet design, il porte une double marque. Il porte la marque de celui qui l'a créé. Donc ici, c'est un vase de la designer Laura Couto-Rosado, mais il porte aussi la marque de son éditeur. Et c'est aussi un vase Sirva. Alors, laissez-moi vous dire que ça vaut énormément. Un vase Sirva, c'est un sacré truc. Et donc, Laura Couto, elle a justement un petit peu envie de nous challenger et de poser cette question aux collectionneurs de design. Est-ce que vous achetez une marque ou est-ce que vous achetez un objet fonctionnel? Il va falloir faire un choix, parce que là, vous avez une photographie du vase dit en puissance. Et si vous le remarquez, eh bien, vous pouvez vous poser une question qui est comment est-ce que je fais pour mettre une fleur là-dedans? Et effectivement, c'est un vase hermétique qui est donc plutôt l'équivalent d'une capsule. Et donc, si on veut l'utiliser, eh bien, il va falloir le décapsuler. Donc là, vous voyez une performance avec l'artiste lorsqu'elle était invitée dans un musée à Cologne. Et vous voyez à l'extrême gauche, le vase blanc, il a été décapsulé. Donc, elle a inventé un système où en fait le vase a été gravé à la meule dans l'atelier du Sirva. Donc, il est moins épais. Et ensuite, elle va l'entourer avec un petit collier métallique qui est raccordé à un générateur électrique qui va chauffer le collier. Et la forte température va créer un choc thermique. Et ensuite, avec une petite baguette de verre, elle donne un petit coup sur le col du vase et il se décapsule. Donc ça, dans l'exposition Musée national, on présente une vidéo où on voit comment est-ce que cela fonctionne. Et voilà, je voudrais vous citer aussi la designer. Le paradoxe de devoir, par un acte transgressif, détruire le contenant pour libérer son contenu afin d'en jouir, m'intéressait particulièrement. C'était cet instant T du passage à l'acte en toute tension qui en découlait et que je souhaitais provoquer. Donc, voilà, là, c'est aussi une démarche assez critique. Et c'est aussi une démarche qui nous invite à participer aussi au travail du designer, parce que le dernier acte, celui de décapsuler, eh bien, c'est à l'usager de le faire. Alors, je vais vous présenter un autre vase qui en appelle à la participation de son usager, puisque le design, il permet parfois de réinventer les usages que l'on fait des objets. Le design, ce n'est pas seulement une affaire de forme, une affaire de matière, c'est aussi une affaire de comportement. Le designer, c'est celui qui est attentif à nos modes de vie et qui parfois identifie des problèmes que nous-mêmes, on n'avait pas identifiés parce que voilà, l'homme est un animal résilient. Alors, par exemple, si mon fauteuil n'est pas confortable, peut-être que je ne me rends pas compte, je m'en rendrai compte le jour où j'irai chez l'ostéo. Mais voilà, le designer, il est attentif à un certain nombre de petits problèmes de la vie quotidienne et il propose des objets qui peuvent solutionner ces problèmes et qui vont induire parfois des comportements nouveaux. Alors là, je voudrais vous lire à nouveau un extrait de l'entretien qu'on a eu avec la designer. Vous l'avez compris, c'est vraiment une exposition qui s'est construite au fil de nombreux entretiens, de nombreuses discussions qui nous ont permis de comprendre l'usage des objets. Lorsque j'entends le mot vase, ressurgit immanquablement le souvenir de ma mère, cherchant à tout prix dans ses placards un vase adapté à ses bouquets, mais ne trouvant jamais. Je ne peux évidemment pas créer de vase s'adaptant à tous les bouquets. Cela est impossible. Mais que serait un vase que l'on puisse composer?
Et donc, Pernelle Poyer, eh bien, en fait, elle a décidé d'inverser le contenant et le contenu. Normalement, un vase, c'est fait pour contenir des fleurs. Et là, elle s'est dit que le vase allait devenir lui-même le bouquet. Donc, ce vase bouquet, il est composé de 9 éléments. C'est très élégant. Il y a une partie centrale métallique. Non, on ne la voit pas là. Ensuite, il y a 5 tubes en verre. Puis, il y a également des bases en pâte de verre et puis une petite sphère. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut soi-même composer son bouquet avec les vases. Donc, on peut les articuler comme on le souhaite et on peut jouer avec. Et ça aussi, il y a quand même toute une partie du design qui nous invite aussi à jouer, parce que jouer, le jeu, c'est aussi un facteur d'émancipation. Souvent, à travers le jeu, le jeu, c'est quelque chose de créatif, c'est aussi un moment dans lequel on trouve du plaisir. Et dans les entretiens qu'on a menés avec elle, elle citait justement le designer Ettore Sottsass, qui était un des acteurs donc, du design critique italien dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 2000. Et donc, on retrouve effectivement cette parenté avec le travail du designer Ettore Sottsass à travers ce vase bouquet. Alors, ici aussi, une designer qui a envie de modifier un petit peu certains usages, mais là, en s'intéressant aussi à l'économie d'un objet et aux usages économiques qu'un objet entraîne. Lorsque l'on possède un vase, on a envie de le fleurir. Pour le fleurir, il faut acheter des fleurs. Et en Europe, les fleurs que l'on achète, souvent, elles ont été cultivées à l'autre bout du monde, notamment au Kenya, où il y a de nombreuses cultures de fleurs. Et la designer, elle n'avait pas envie de cautionner ce type de pratiques, qui sont des pratiques extrêmement polluantes, puisque évidemment, eh bien, pour faire venir ces fleurs jusqu'en Europe, il faut des transports internationaux, donc qui produisent beaucoup de CO2, qui participent au réchauffement climatique, et puis aussi ce sont des cultures très intensives qui participent à l'appauvrissement des sols de ces pays-là. Et donc la designer, elle a souhaité répondre à cet enjeu de la surconsommation de biens issus de l'autre bout du monde avec deux réponses. Tout d'abord, réaliser un vase qui soit ce que l'on appelle un vivarium. Donc, non pas un vase qui accueille des plantes qui sont coupées, qui vont mourir au bout de 3-4 jours et il faudra les remplacer, mais un vase qui permette à la plante de vivre et de s'épanouir. Donc, elle a réalisé un vase pour des plantes aquatiques et aussi, elle a insisté pour que les plantes que l'on installe au fond de ce vase soient issues bien de l'écosystème local, voilà, qu'elles ne viennent pas de trop loin. Et ça, pour nous, c'est une grande chance et une grande joie pour l'exposition au Musée national. On a pu fleurir ces vases et avec l'aide de Bourine qui travaille à l'Institut français, qui a l'œil, il a dit mais ce type de plante, on peut trouver l'équivalent au Cambodge. Et en une demi-journée, il nous a ramené des plantes locales pour fleurir nos vases. Alors, je voudrais vous parler d'un designer qui, lui aussi, s'est intéressé à la dimension économique de l'objet, là non pas à travers son usage, mais à travers sa production. Ce vase s'appelle le vase composé et il associe différentes matières. Il n'y a pas uniquement du verre, mais vous pouvez aussi découvrir de la porcelaine. C'est de la porcelaine… Ah, j'ai fait une bêtise. C'est bon. Ok, cool. C'est de la porcelaine de Sèvres. Donc, vous voyez, il a associé le travail du Cirva au travail de la manufacture de Sèvres. Ça peut nous paraître un petit peu banal comme idée, puisque, en fait, aujourd'hui, on est habitué à ce que les objets que l'on possède soient issus de différents lieux de production. Alors, je vous ai mis une petite carte qu'on trouve souvent dans les manuels de géographie, mais qui nous rappelle, voilà, tout simplement, que notre iPhone, eh bien, dans ce petit objet, il y a des éléments qui proviennent des États-Unis, d'autres de Corée du Sud et d'autres du Japon.
Et ça, c'est quand même assez délirant de se dire que toutes les unités de production qui ont produit cet objet, elles ne se sont jamais parlé. Les gens ne se sont jamais rencontrés. C'est d'une précision extrême et ça s'articule à merveille. Alors ça, c'est possible parce que c'est de la conception assistée par ordinateur. Donc en fait, à partir du moment où il y a l'ordinateur, il y a des calculs extrêmement précis, il y a des programmes qui vont commander les machines, qui vont faire que toutes ces pièces sont usinées, c'est le terme, réalisées en usine, et qu'elles vont donc s'articuler à merveille. Eh bien, ça, c'est possible dans la société hyper industrialisée qui est notre société aujourd'hui. Mais Samy, eh bien, il effectue un petit peu une parodie de cette société hyper industrialisée et il a réalisé la même chose, mais non pas avec des industries qui fonctionnent avec des machines et des ordinateurs, mais avec des lieux de production artisanales. Et vous avez une petite carte de France qui a été réalisée par Léo, qui est volontaire en service civique au CIRVA, qui a fait cette jolie petite slide pour expliquer, je la remercie. Vous voyez sur la carte de France, le point bleu en haut, c'est Sèvres, donc Sèvres, c'est à côté de Paris, et puis le point rouge au soleil, c'est Marseille, le CIRVA. Et donc, les éléments sont produits à 800 km de distance. Pareil, les artisans ne sont pas parlés, ne sont pas rencontrés, et pourtant, tout cela s'assemble à merveille. Alors, toujours une critique de la consommation. On voit aussi, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on n'a pas choisi les objets, on les a pris tels qu'ils venaient, c'est-à-dire les 10 projets des designers qui sont venus au CIRVA, et on voit qu'il y a quand même 2 questions qui reviennent de manière assez récurrente, ou 3. Il y a la question artisanat-industrie, il y a la question de la critique de la société de consommation, et puis il y a la question de l'écologie. Alors, je vais, pour vous parler des vases de Sara de Campos, dont je vous montre les dessins et une certaine photographie, je voudrais vous parler d'un designer autrichien qui s'appelle Victor Papanek, qui a publié en 1971 un livre, enfin un essai plutôt, qui s'appelle « Design pour un monde réel ». Ce livre débute par ces mots. « Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une seule autre profession qui soit plus factice, le design publicitaire, qui persuade les gens d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner d'autres gens qui s'en moquent. Le design industriel, qui élabore des sottises vulgaires vantées par les publicitaires, arrive en 2e position. Papanek pose donc une question éthique au design. Il précise plus loin, dans toute pollution, les designers ont leur part de responsabilité. Il propose donc une solution. Le design doit devenir un outil novateur, hautement créateur et pluridisciplinaire, adapté aux vrais besoins des hommes. Et je pense que Sara de Campos, cette designer portugaise, eh bien, elle a été guidée par cette pensée, donc 50 ans plus tard, puisqu'effectivement, pourquoi un vase de plus ? On a tous des vases chez nous. On a des vases de famille qui sont les vases de nos grands-parents, les vases de nos parents. Pourquoi refaire un objet de plus? Pourquoi faire un objet qui soit à la mode avec les formes et les couleurs d'aujourd'hui? Et elle a essayé de faire un petit peu la synthèse entre le design, qui est donc plutôt associé à la question de la consommation, et ce qu'on appelle les objets vernaculaires. Les objets vernaculaires sont finalement les objets traditionnels qui ont traversé les siècles à travers les sociétés et qui répondent à de vrais usages, sans fioritures, sans éléments superficiels. Et donc, elle a voulu créer ces vases au CIRVA, les vases méditerranéens qui avaient pour caractéristique d'être des vases solides, robustes. Et donc, ils sont en verre soufflé, très épais, très massifs. Et l'idée, c'est de produire des objets pour lesquels il n'y aura pas d'obsolescence. On parle souvent d'obsolescence programmée dans les technologies. Et là, c'est des objets très solides. On peut même le faire tomber. Bon, je ne le souhaite pas pour les exemplaires au Musée national du Cambodge. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de risques. Et l'idée, c'est que ce vase-là, celui qui le possède, il pourra le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Voilà. Et puis, le dernier vase, alors ce dernier vase, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. C'est un vase qui fait peut-être qui est une bonne synthèse pour conclure cette conférence. C'est le vase de Grégory Granados. Alors, Grégory Granados, il y a plusieurs choses dans son projet. La première chose, c'est qu'il nous a dit
Vous savez, le vase, c'est l'EHPAD des fleurs. C'est un mouroir, un vase. Donc moi, je ne veux pas faire un mouroir, je veux faire une maison pour une plante. Donc là-dessus, il rejoint Caroline Niebling. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il était assez mal à l'aise avec le fait de demander à des artisans de produire pour lui des objets, parce que lui, il a l'habitude de travailler selon une modalité que l'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans le design, qui est l'upcycling. Upcycling, c'est quand on recycle un objet, on le détruit, on le fond et on le réinvente. Donc, ça fait aussi tourner l'industrie et ça pollue quand même un petit peu. L'upcycling, c'est de reprendre l'objet tel qu'il existe et puis de le modifier pour lui donner une seconde vie. Et donc, il a théorisé un petit peu une certaine philosophie du design qui se résume dans 3 verbes. Ces 3 verbes, c'est collecter, fragmenter, assembler. Ça aussi, il a un petit peu cette idée. Elle est née à la suite d'une résidence dans les manufactures du groupe Hermès, puisque Hermès a lancé un programme qui s'appelle Petit H, où ils ont remarqué que dans leur maison, donc ils produisent des objets de luxe, eh bien, il y a de nombreuses chutes. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille une matière, il y a toute la partie qui a été découpée qui normalement va à la poubelle. Et Petit H, avec Hermès, avec le programme Petit H, il propose à des designers d'utiliser les chutes, qui sont des matériaux de très bonne qualité, pour faire autre chose. Et Grégory, il a vraiment intégré cette pensée-là et on voit un petit peu comment il pense. Il pense aussi non pas avec du dessin, mais de la photo. Ça, c'est un montage photo où il a assemblé différents objets en verre qu'il a découpés de manière numérique et il regarde ce que ça donne. Mais ensuite, cette pensée, qui est donc une pensée issue de la pratique numérique, eh bien, elle va se retrouver de manière physique dans l'atelier, puisque dans l'atelier, il a essayé de collecter des formes assez simples en disant, voilà, moi j'aime bien cette forme, on peut la refaire, ou on peut prendre l'objet tel quel. Et puis ensuite, il s'est amusé à, une fois qu'on a fragmenté, découpé, à assembler des choses. Puis la dernière chose, et comme ça permet aussi de conclure, vous voyez un geste dans la photographie en bas où on voit un peu les mains du designer qui donnent une direction. Et ce geste, eh bien, ça permet d'évoquer une dernière chose dans ce projet, c'est que ces vases, ils sont conçus pour une plante qui est une Desmodium gyrans. Et qu'est-ce que c'est que la Desmodium gyrans? C'est une plante originaire du Bengale qu'on retrouve dans toute l'Asie du Sud-Est, donc on est au bon endroit pour en parler. Et c'est une plante qui danse. Cette plante, elle a des petites feuilles qui réagissent à certains sons et donc on voit les feuilles bouger tout doucement. Et Grégory, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec une chorégraphe qui s'appelle Régine Chopineau. Et pour lui, la danse, c'est aussi un élément de travail collectif, comme le design. C'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Et on a été très touchés à nouveau en arrivant au Cambodge, au Musée national, d'apprendre que son fondateur, Georges Grelier, était un passionné de danse et qu'il faisait un lien aussi entre les gestes figés dans certaines statues et le patrimoine immatériel de la danse au Cambodge, avec un fonds de photographie extrêmement riche qui a documenté ce patrimoine. Et donc, justement, il y a des passerelles entre le patrimoine matériel, les objets du design et le patrimoine immatériel, parce que la danse, parce qu'à chaque fois, c'est des histoires en fait qui sont des histoires collectives, comme Julie Richoz l'a très bien décrit. Voilà, je crois qu'on a une exposition à inaugurer, donc je ne serai pas plus long et je vous remercie pour votre attention. Merci. Je pense qu'on peut applaudir. Merci infiniment, Stanislas. C'était absolument passionnant. On aimerait bien débattre, mais nous sommes pressés par le temps, donc je pense qu'on pourra échanger directement face aux œuvres au Musée national. Merci pour ce rappel historique, merci pour tous les liens, toute la transversalité, toute la richesse de la création dans le monde du design, c'est fou. Je dois dire aussi peut-être que un des points de convergence avec les objets des collections du Musée national, c'est le feu. Alors, tu as parlé de volcans à un moment donné, je trouve ça intéressant. Il y a sûrement une exposition à produire encore sur la production du verre par rapport aux volcans sur la planète, liée à l'histoire. Hein. Mais en tout cas, la température
de cuisson d'une céramique, je me suis rendu compte, est similaire à la température de cuisson du verre. Bon, là, voilà. Ça, c'est anecdotique. En tout cas, merci encore, c'est passionnant. Vous trouverez un livret de médiation avec pas mal d'informations au musée également pour enrichir la réflexion sur le design. Peut-être aussi, j'ai oublié Oui. un mot de conclusion qui était sublime, qui était celui de Jack Lang, qui, à la fin de son discours, a dit « Lorsque le verre aura de nouveau pénétré la maison des hommes, alors cette maison, pour reprendre une belle expression de Blaise Cendrars, vivra avec le toit ouvert. » Magnifique. Merci. Merci à vous. Et donc, je vous invite à rejoindre le Musée national pour découvrir cette merveilleuse et sublime exposition Souffle. Merci. Voilà.